Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je vous remercie pour votre participation à cette table ronde à distance qui sera diffusée dans le cadre des événements organisés autour de la Journée mondiale des réfugiés 2020. Donc, cette journée mondiale et ces événements, ils sont organisés par plusieurs associations, dont la Fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France, avec le soutien de la mairie de Paris et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Alors, nous avons souhaité à la Fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France organiser dans le cadre de ces événements cette table ronde autour de l'apprentissage du français, car c'est selon nous, et je pense qu'on a un consensus autour de cette table virtuelle là-dessus, un des piliers pour l'intégration des personnes étrangères qui arrivent en France. Et donc l'enjeu de cette table ronde, c'est qu'on puisse échanger autour des dispositifs actuels d'apprentissage du français, valoriser les bonnes pratiques qui ont pu être développées par les acteurs ici présents, mais également proposer des pistes d'amélioration des dispositifs existants pour favoriser l'apprentissage de la langue par les personnes. Donc cette table ronde, elle réunit des acteurs de différentes structures aux visions complémentaires de la question de l'apprentissage de la langue. Et de par vos fonctions et vos structures d'exercice professionnel, vous avez ces différents regards sur la question qui vont pouvoir nous enrichir tout au long de ces échanges. Donc sans plus attendre, je vous propose qu'on commence par un bref tour de table et que chacun se présente en 1 minute sur qui il est, dans quelle structure il exerce et pourquoi il est là aujourd'hui. Donc peut-être commencer par Armance Cartier, c'est la première dans ma liste. Bonjour à tous et merci Clotilde de m'avoir invité autour de cette table ronde pour pouvoir échanger sur un sujet qui est plus que d'actualité aujourd'hui. Donc je coordonne le chantier d'insertion Prélude de chez Aurore, un chantier parisien qui intervient sur 2 métiers, la logistique et les travaux et la peinture, composé de 22 hommes, dont 15 sont réfugiés politiques subsidiaires ou politiques tout court, et de 9 nationalités différentes. Merci Armance. Du coup, Isabelle Mendes, c'est à vous. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Je suis désolée pour le problème technique. Je suis chargée d'insertion au sein de l'association Intermédiaire Réagir basée dans le 18e arrondissement de Paris. Donc nous, on est multiservices, on intervient sur les métiers du bâtiment, du nettoyage, de la manutention, du service à la personne. On fait travailler des personnes, et notamment des personnes avec, enfin pas mal en ce moment depuis 3 ans, de réfugiés avec un niveau linguistique très 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 bas. Donc c'est une grosse problématique pour nous, surtout via l'emploi pérenne. Voilà. Merci. Lamia Halal. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, en fin de compte, je remplace donc une de mes collègues, qui Roxane Boulet, qui est coordinatrice des actions de formation en lien avec le développement des compétences clés en situation de travail et à visée professionnelle. On intervient auprès des publics de premier niveau de qualification et ont besoin de développer leurs compétences linguistiques, entre autres, pour pouvoir accéder à une formation qualifiante ou à l'emploi. Très bien, merci. Donc, Isabelle Médoumarer. Bonjour. Donc, Isabelle Médoumarer, je suis la directrice de la Fédération des accueils de la solidarité en Île-de-France. Et donc, David, pour terminer ce tour de table, David Ratino. Bonjour, bonjour à toutes. Du coup, je m'appelle David Ratino, je suis chargé de projet pour l'association Réseau Alpha, qui est une association qui s'occupe de référencer l'ensemble des acteurs de l'apprentissage du français en Île-de-France. Très bien. Alors, merci à toutes et à tous pour cet exercice de présentation rapide. Donc, pour débuter, je propose qu'on aborde donc avec Isabelle Médoumarer, directrice de la Fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France, un peu du français à visée d'autonomie sociale et communicative. Et donc, pour commencer, un peu des retours des adhérents de la fédération et de l'expérience
qui peut être faite de ces retours. Quelles difficultés vous identifiez aujourd'hui sur l'accompagnement des personnes accompagnées des personnes accompagnées et hébergées dans le réseau de la fédération vers l'apprentissage du français et les difficultés qui peuvent être liées à cet apprentissage? Peut-être, en fin de compte, apprendre le français pour communiquer est une nécessité quand on est dans un pays, de pouvoir maîtriser la langue pour pouvoir communiquer, pour pouvoir faire ses démarches administratives et tous les actes de la vie quotidienne, et ce, quelle que soit la situation administrative de la personne. Faire ses courses, réaliser ses démarches administratives, s'occuper de ses enfants dans leur scolarité, se faire soigner, nécessite de maîtriser quelque peu la langue du pays d'origine. Et donc, c'est ce à quoi s'occupent de nombreuses associations. Et les difficultés sont de plusieurs ordres. Alors, je vais les lister. Il y en a quelques-unes qui nous sont remontées tout au long des années. Et c'est déjà peut-être la question de la garde des enfants, et notamment des petits-enfants. Quand il n'y a pas de capacité pour faire garder ces petits-enfants, il est très compliqué pour des parents et souvent pour les mamans de pouvoir aller suivre des cours de français. Une deuxième difficulté qui est majeure, et qui est toute bête, c'est la non prise en charge des titres de transport pour se rendre à ces cours de formation, et qui va freiner l'accès aux possibles formations des personnes. On a bien entendu, pour toutes les personnes qui sont en situation administrative précaire et qui souhaitent se rendre sur un lieu de formation, le danger qu'elles prennent à chaque fois à se déplacer. Elles risquent des contrôles d'identité, et ça, c'est un frein majeur. Concernant le contrat d'intégration républicaine qui est conclu entre l'État et tout étranger non européen admis au séjour qui souhaite y installer durablement, ce contrat d'intégration républicaine prévoit des heures d'apprentissage de la langue française pour toutes les personnes qui ont un niveau inférieur au niveau A1. Alors, normalement, le format du CIR devrait permettre que les cours de langue puissent être dispensés et puissent être adaptés aux situations des personnes, et notamment puissent être adaptés à leur temps professionnel, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas, et ce qui va freiner l'accès aux cours. Si la personne a à choisir entre apprendre le français ou alors aller à son travail, souvent elle va privilégier l'emploi, ce que l'on peut comprendre, au détriment de l'apprentissage de la langue. Il faudrait qu'il puisse y avoir beaucoup plus de souplesse dans les horaires proposés. On a aussi, on pointe depuis des années, et la situation ne fait que se dégrader, la raréfaction des fonds publics qui sont affectés à l'apprentissage du français pour les personnes en situation administrative précaire. On voit que tous les dispositifs d'apprentissage de la langue française financés par l'État sont quasiment tous exclusivement réservés aux personnes en situation administrative régulière. Bon, voilà, régulière. En particulier, aujourd'hui, il n'y a aucune formation financée par l'État qui s'adresse aux personnes qui sont en cours d'instruction de leur demande d'asile. Ce qui est vraiment dommage, et c'est une perte de temps, parce que pendant la demande d'asile, les personnes ont du temps, elles n'ont pas le droit de travailler, donc elles auraient du temps à consacrer à l'apprentissage de la langue. Et là, il n'y a aucune formation financée par l'État. Et ce qui est d'autant plus dommage, c'est qu'une fois qu'elles obtiennent, quand elles arrivent à l'obtenir, leur statut de bénéficiaire d'une protection internationale, là, ce qui les intéresse et ce qui les motive avant tout, c'est d'accéder à l'emploi, et s'investir dans une formation intensive de langue est beaucoup plus compliqué. Ils changent de statut et ils ont besoin rapidement de trouver un emploi. Donc, il faudrait que ça puisse être modifié et que les personnes qui sont en cours de demande d'asile puissent bénéficier d'heures de français. Voilà les principales difficultés, Clotilde, que nous ont remontées nos adhérents et partenaires. Et du coup, est-ce que vous avez aussi, par les remontées d'adhérents, des solutions qui ont pu être mises en place, notamment, je pense à destination des personnes demandeuses d'asile, justement pendant cette période d'attente,
pour répondre à ces difficultés? Oui, alors les associations qui accompagnent et qui hébergent les personnes durant leur demande d'asile mettent en place, avec d'autres acteurs, avec des partenaires, des ateliers sociolinguistiques, des ateliers de conversation ou d'autres outils pour favoriser l'apprentissage du français visant à l'autonomie sociale et à la communication. Malheureusement, on observe quand même une grande hétérogénéité de capacité à mettre en place ces initiatives sur les territoires. Alors pourquoi je les disais tout à l'heure, il n'y a pas de financement public réservé. Alors sur Paris, on a la politique de la ville qui a permis la mise en place de l'appel à projet refuge et qui permet de développer et de financer des ateliers sociolinguistiques et des cours de français au sein des structures d'hébergement. Et puis après, on va avoir aussi la richesse du tissu associatif à Paris et en Petite Couronne, qui va permettre de tisser des partenariats entre les structures d'hébergement et le secteur associatif pour mettre en place ces cours de français pendant la période de la demande d'asile. Ce que l'on déplore vraiment, c'est qu'il y ait cette absence de soutien de l'État sur cette période qui est cruciale et qui permettrait d'amorcer et d'anticiper toute l'intégration professionnelle et sociale des personnes et qu'il n'y ait pas de dispositif financé par l'État sur ce point-là. Très bien, merci beaucoup. Du coup, je vais passer la parole à Armance Cartier. Donc, vous travaillez dans un atelier chantier d'insertion, donc avec des personnes qui ont obtenu un statut administratif leur permettant de travailler, qui ont une autorisation de travail. Et donc, ma première question, c'est un peu de savoir comment s'est posée la question de l'apprentissage du français au sein du chantier d'insertion et à quelles difficultés vous avez pu être confrontés dans ce chantier d'insertion du fait de la faible maîtrise de la langue potentiellement des personnes. Alors, pour vous répondre, la question a tout de suite été une évidence sur le chantier d'insertion quand je suis arrivée sur ce poste. À l'époque, en 2017, seulement 2 salariés sur 17 suivaient les cours de français et il y avait déjà 7 bénéficiaires donc 7 BPI. Aujourd'hui, j'avais exactement les mêmes profils qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, sur les 22 salariés, 17 suivent des cours de français, donc ça va au-delà du public BPI. Ne pas pouvoir s'exprimer en français est un vrai handicap quand quelqu'un ne peut pas vous dire s'il a mal au ventre ou s'il a eu des problèmes sur le chantier ou sur son lieu d'hébergement. Et pour faire un suivi social de qualité, il faut permettre à la personne de pouvoir s'exprimer, donc de pouvoir apprendre et progresser en français. Prendre un traducteur, ce n'est pas la bonne solution. Pour la personne, même si c'est un professionnel, parce que souvent la personne va interpréter les propos et non pas les relater de façon directe. Clairement, aujourd'hui, pour permettre à la personne de faire des formations, d'exprimer des besoins ou des envies, l'apprentissage du français, c'est une obligation. Parce qu'on va se trouver devant de la non-compréhension ou pire, du contresens, et on risque de faire complètement le contraire de ce qu'on pourrait faire en suivi si on ne comprend pas ou si la personne n'arrive pas à s'exprimer. Voilà la réalité. Merci. Et du coup, vous l'avez dit, il y a une augmentation très significative du nombre de salariés en insertion au sein du chantier d'insertion qui suivent aujourd'hui des cours de français. Est-ce que vous pourriez un peu détailler les solutions en fait que vous avez mis en œuvre, les dispositifs que vous avez pu mobiliser pour répondre à ces difficultés et justement permettre aux personnes de progresser en français et donc d'avoir un accompagnement qui soit le plus adapté possible aux souhaits, désirs et besoins des personnes? Alors, étant un chantier situé à Paris, j'ai la chance de pouvoir mobiliser le FLES, que j'appelle, entre guillemets, mon catalogue de la redoute. Et j'ai inscrit tous les salariés qui avaient besoin de prendre des cours de français par ce canal, bien évidemment. Je suis moi-même certifiée de label FLI, français langue d'intégration, donc je teste toujours les salariés quand ils arrivent sur le chantier pour savoir s'ils savent écrire leur nom, leur prénom d'abord. Ça permet de voir aussi s'ils sont scripteurs ou pas, ou où sont les difficultés. Donc, ça me permet vraiment de détecter les vraies difficultés, de voir ce qui n'est pas acquis.
Parce qu'on peut avoir un salarié qui soit francophone à l'oral et qui ne sache pas du tout écrire ou même lire, hein, tout simplement. Ensuite, le FLES fait faire une évaluation au salarié et oriente celui-ci vers le CEFIL qui propose des cours sur 6 heures, 2 après-midi par semaine, ou vers le GRETA où les salariés sont pris en charge sur une demi-journée ou une journée, ce qui fait à peu près 234 heures de français qui sont donnés sur 10 mois, ce qui est pas mal. Ces cours de français sont pris et sont suivis pendant le temps de travail. Hein. Donc, comme je dis aux salariés, vous êtes payés pour aller en cours. Donc, c'est vraiment une obligation. Malheureusement, il y a énormément de demandes, comme vous l'avez dit, le nombre de salariés en BPI a énormément augmenté, et même en migrant tout court. Donc, en 2020, le FLES manquait de place en janvier. J'ai donc fait appel à une bénévole pour enclencher avec les nouveaux salariés un apprentissage à la conversation, mais aussi pour renforcer l'apprentissage d'autres salariés qui avaient besoin de pratiquer beaucoup plus le français. Et cela s'est révélé vraiment bénéfique. Ça permet aux salariés les plus éloignés du français de faire de réels progrès. J'ai pu faire ce constat maintes fois, mais surtout dans le cas de Monsieur Z, c'est le cas de Monsieur Z qui m'a marqué. Ce monsieur était en France depuis plus de 15 ans, avait un vécu dans la rue, ne parlait pas 2 mots de français quand il est arrivé sur le chantier. Et la seule chose qu'il m'est dite les premières fois, c'est « moi, français, rêve ». Et de suivre des cours avec une bénévole pendant 6 mois de façon hebdomadaire, à raison d'1 heure et demie par semaine, c'est pas grand-chose, mais là on voit comme quoi c'est important. Il a pu exprimer des envies, des souvenirs, ça l'a vraiment métamorphosé et on a vraiment pu avancer sur tous les dossiers sociaux et le suivi professionnel, ce qui n'avait pas été possible avant. Donc l'apprentissage du français, c'est une évidence. Il est plus que nécessaire pour pouvoir avancer sur tous les autres, enfin sur tout l'accompagnement qu'on peut faire avec les salariés pour les voir. Et on les voit vraiment se transformer à partir du moment où ils peuvent s'exprimer. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Je note que 2 éléments qui paraissent très importants, c'est le fait d'avoir des cours de français qui s'adaptent au niveau des horaires à l'emploi du temps des salariés en insertion et aussi voilà, le fait de pouvoir dire c'est sur le temps de travail que vous faites ces cours de français, ça permet aussi d'inciter les personnes à pouvoir suivre les cours plus facilement puisqu'elles ont moins de difficultés. C'est un vrai poids, hein. C'est très persuasif. Hein. On s'appuie vraiment dessus quand on a des personnes qui sont un peu récalcitrantes ou qui n'ont pas envie parce qu'elles nous disent j'ai pas envie d'aller à l'école. Clairement, on leur dit mais c'est la condition. Vous êtes en CDDI, donc un contrat à durée déterminée en insertion, la formation est importante, d'autant plus importante que s'ils ne suivent pas des cours de français, on ne pourra pas les former ensuite sur des formations simples type CACES 1 et 3, type habilitation électrique ou sur des petits cursus de formation comme de la plomberie ou sur des formations qu'ils souhaiteraient faire. Donc voilà, en fait, on leur montre que c'est nécessaire. Très bien, merci. Et donc, du coup, une question que je vais poser un peu plus tard dans la table ronde aux autres participants, mais comme vous devez nous quitter un peu plus tôt avant la fin de cette table ronde, je vais vous demander si vous deviez formuler une proposition pour améliorer les dispositifs existants dans le domaine de la formation linguistique. Quelle serait cette proposition selon vous ? Alors, ce que je vais dire dans ma conclusion va forcément rejoindre ce que soulevait déjà Isabelle Médou. Hein. Il est évident que c'est l'apprentissage du français avant d'entrer sur le chantier qui est à renforcer. Et ce n'est pas les 2 heures par semaine de l'OFI qui vont permettre cela. Je vais être dans le concret. Il y a 2 jours, j'ai fait une information collective où j'ai reçu, je devais recruter 2 peintres. J'ai reçu 8 bénéficiaires de la protection internationale le matin. Tous étaient en France depuis 2015 ou 2016, d'accord ? Tous avaient suivi des cours de l'OFI. 2 d'entre eux avaient le DELFA 1. La moitié avait été scolarisée dans leur pays, l'autre pas du tout. Un seul avait déjà pu travailler quelques mois en France. Aucun n'a été capable de me dire avec des mots simples ce qu'ils savaient faire en peinture, alors qu'ils avaient tous sur leur CV
exercer ce métier, que ce soit dans leur pays d'origine ou sur leur parcours migratoire. Les 2/3 de ces personnes, c'est-à-dire quasiment 6 personnes sur 8, n'avaient plus aucun cours de français. Alors que tous étaient hébergés sur des CAIR, des UDA, des CPH ou des CHU. Et je sais, pour rencontrer mes collègues, qu'on leur propose systématiquement des cours de français, au moins avec des bénévoles. Et là, je me dis qu'effectivement, il y a une vraie lacune et on voit que les finances publiques n'y sont pas. Ils devraient avoir des cours obligatoires. En plus, ils ont du temps. Ils ont toute la journée où ils n'ont rien à faire. Et comme ils ont tendance, du coup, par facilité, par confort, à vivre avec les gens de leur communauté, ou en tout cas à retrouver des gens de leur communauté, ils ne parlent pas le français, en fait. Alors que je sais qu'en 2018, chez Aurore, on avait, parce qu'à l'époque, il y avait des finances publiques, on avait pu mettre en place des cours de linguistique dans nos centres d'hébergement. Je sais que ça a dû s'arrêter en 2019. On n'a plus eu les finances pour ça. Et pourtant, on voit que le besoin, en fait, c'est là où il faut que la formation puisse, il faut que l'apprentissage du français puisse avoir lieu, c'est-à-dire avant l'arrivée dans le milieu professionnel. Ça faciliterait les choses. Ça ne veut pas dire que tout serait fini. Il y aurait encore besoin de formation, mais au moins, il y aurait déjà une base. Et cette base, elle s'effrite. Vous savez très bien que si on ne parle pas une langue, on perd tout. Et je l'ai vu concrètement. Donc, je me dis que c'est vraiment dommage. Voilà. Merci beaucoup, Armance. Du coup, je vais passer la parole à Isabelle Mendes. Alors, vous êtes également, tout comme Armance Cartier, chargée d'insertion professionnelle au sein d'une structure d'insertion par l'activité économique. À la différence d'Armance, vous ne travaillez pas dans un atelier chantier d'insertion, mais dans une association intermédiaire. Donc, le lien avec les salariés que vous accompagnez est quelque peu différent. Alors, pourriez-vous nous en dire un peu plus, vous aussi, sur la manière dont la problématique de l'apprentissage de la langue s'est posée dans votre structure? Bien sûr. Alors, moi, je vais un peu répéter ce que Armance a dit. C'est un peu pareil. En fait, nous, les personnes, elles viennent, on les inscrit, on leur fait remplir une feuille de renseignement, une fiche de renseignement, déjà pour voir leur niveau à l'écrit, leur niveau de compréhension. Ensuite, on les met à disposition. On essaye en amont de trouver des formations, donc notamment avec le CEFIL ou avec le Greta également. Le seul souci, c'est que depuis 2018, on a de plus en plus de migrants et on a des personnes qu'on n'arrive même pas à positionner sur les cours du Greta en accéléré avec 35 heures par semaine. Pour vous dire, sur 2019, on a fait passer 7 personnes, 7 pour du français toute la journée sur 3 mois et on n'en a que 2 qui ont été pris. Donc, c'est pour vous dire la difficulté de notre public. Nous aussi, en amont, comme ce sont des missions et les personnes peuvent arriver à tout moment, peuvent arriver en janvier, en février, en septembre. Donc, il est difficile aussi de les positionner sur des formations qui commencent, je ne sais pas, de septembre à décembre ou autre. Donc, c'est compliqué aussi parce qu'on a un turnover. Donc, on a décidé de mettre de faire passer le DAE FLE pour pouvoir donner des cours à des salariés qu'on mutualise avec 2 autres ASAI, excusez-moi. Donc tous les mercredis matins, pendant 3 heures, certains des salariés viennent pour suivre des cours de savoir de base, lecture, écriture, informatique, initiation à l'informatique, puisqu'il y a aussi la fracture numérique. Et en amont, on en appelle aux institutions. Enfin voilà, c'est très compliqué. Et pour vous dire, on a des missions bas niveau de qualification. Même sur le bâtiment, qui en général recrute tout le monde, quand on positionne les personnes, on a eu des problèmes parce que certaines de nos personnes qui sont à l'emploi, elles sont tout à fait capables, hein, elles travaillent très bien, mais sur la compréhension du français, c'est compliqué. Donc, elles ont dû les arrêter parce qu'elles ne comprenaient pas les consignes de sécurité. Donc, elles se mettaient en danger et elles mettaient en danger les autres personnes du chantier. Donc, même là, on est en difficulté parce que ces personnes-là, on ne peut même pas les positionner sur certains chantiers.
Donc voilà, c'est vraiment une grande problématique au sein de l'association et pour les structures d'insertion en général. Merci. Et du coup, comme vous le dites, donc vous êtes formé en tant que conseillère d'insertion professionnelle à l'enseignement du français langue étrangère, ce qui n'est pas votre métier, votre profession initiale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que ça a pu changer aussi dans la relation avec les salariés en insertion? J'imagine que ça a été quand même un long processus de réflexion, alors plus ou moins long, mais de se dire, bon, bah, je vais transformer aussi mon exercice professionnel pour donner des cours de français aux salariés en insertion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus du coup, sur cette expérience-là, vous, professionnelle, mais aussi personnelle, j'imagine? Bien sûr. En fait, c'était comme on n'arrivait pas tout le temps à positionner des personnes sur des cours du soir ou des cours par rapport justement au turnover, aux dates des formations et autres, on avait une demande parce qu'on a beaucoup de personnes qui veulent suivre des cours de français. On en a qui ne veulent pas, hein, comme elle l'a très bien dit, et on en a qui sont en demande, notamment les mamans avec les horaires le soir, elles ne peuvent pas. Il y a aussi le besoin alimentaire. Ces personnes ont besoin de travailler, donc des fois, voilà, ces formations ne sont pas rémunérées ou sont toutes les après-midi, à part quand c'est nous qui participons, bien sûr. Donc en fait, on a eu, par rapport à la demande des salariés, on a décidé, nous, de mettre ça en place. Donc cet atelier, sincèrement, ça fonctionne bien puisqu'on l'a quand même mutualisé avec 2 autres associations qui sont Nos Emplois et Eureka Service, d'autres associations intermédiaires, pardon. C'est une petite salle, d'ailleurs je suis dans la salle, hein. C'est une toute petite salle. Les salariés, c'est sur la base du volontariat, mais elles sont rémunérées, mais c'est vraiment sur la base de celles qui, dès le départ, ont fait la demande. On fait la demande, on mélange, malheureusement, on est obligé de mélanger un petit peu les niveaux, même si les cours ne sont pas les mêmes pour les alphas et pour les FLE. Voilà. Et il y a aussi une entraide entre eux. Et ça permet aussi de diviser ces communautés parce que quand on les met en disposition, au niveau des clients, on essaye de ne pas mettre les personnes qui parlent arabophones, anglophones ensemble déjà parce que c'est vraiment problématique. Et dans les cours, ce qui est bien, c'est qu'il y a un mélange. Il y a des Afghans, il y a des Maliens, il y a des Somaliens, voilà. Il y a déjà ce mélange, il y a des hommes et des femmes. Donc voilà, c'est un petit plus, je trouve. Ça permet justement de les forcer à parler français parce que c'est compliqué. Très bien. J'imagine c'est compliqué. Du coup, bah, merci pour ce témoignage. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose à ce moment-là, mais je pense qu'on voit bien les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans l'orientation des personnes vers les dispositifs existants, que ça soit la question qu'on a déjà abordée avec Armand Scartier de la rémunération des personnes et ce qu'avait cité Isabelle Médou-Marère également. Une personne, si elle a le choix entre un emploi rémunéré ou une formation non rémunérée, bien souvent, elle choisit l'emploi rémunéré, et puis de voir comment sur une structure d'insertion, vous arrivez aussi à changer les choses et à essayer de proposer des solutions aux difficultés rencontrées. Alors, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, sinon je vais laisser la parole du coup à Lamia Halal, l'association. Ma collègue avait déjà pas mal annoncé les difficultés, voilà, donc... Très bien. On pourra rediscuter après aussi de vos propositions pour améliorer les dispositifs existants justement. Et donc voilà, donc Lamia Halal, donc de l'association Esperem, donc au sein du centre de formation Esperem, vous avez mis en place des programmes d'accès à la qualification et des programmes de formation, alors qui ne sont pas des programmes de formation purement linguistiques, mais qui permettent l'acquisition d'un socle de compétences de base professionnelle, dont le français, en situation en fait de travail. Je vous laisse nous en dire un peu plus sur ces programmes-là. Alors, en fin de compte, la mise en place de ce type d'action a été vraiment réfléchie et organisée suite à vraiment des constats comme ceux qu'on vient d'entendre, hein,
par rapport à la difficulté aux personnes donc primo-arrivantes ou réfugiés d'accéder à l'emploi, d'accéder vraiment à la formation qualifiante également, hein, d'accéder à des contrats d'insertion de par leur niveau, certes, mais également la concordance entre tout ce qui est acquis au niveau linguistique et le monde du travail et le monde donc vraiment de l'insertion de manière globale. Je veux quand même insister et surtout confirmer tout ce qui a été dit au départ au niveau des difficultés. Les difficultés quand même qui reviennent sont particulièrement des difficultés financières. C'est quelque chose quand même de très important de se sentir bien, de s'occuper vraiment de sa formation, de ne pas perdre son temps aussi pendant la formation à aller faire des démarches, chercher des possibilités de garde d'enfants, parce que la garde d'enfants aussi, c'est lié aussi à des problématiques financières, hein. Les problématiques de transport, les problématiques également certes de rémunération, hein, parce que quand on n'a rien, quand on est sans ressources, parce que tout le monde ne bénéficie pas, attention, du RSA hein, pour les réfugiés ou autres. Quand on est jeune, par exemple, pour les jeunes réfugiés, ils n'ont aucune vraiment possibilité d'avoir une aide financière, à part les possibilités de PIAL, mais pour cela, il y a toutes des démarches donc, à mettre en place. Donc la question quand même financière, elle est très importante. Donc du coup, la question aussi des gardes d'enfants pour particulièrement les mamans, et également la question aussi de la pérennisation des actions de formation qui sont mises en place pour ces publics, parce qu'on est sur une logique de subvention sur des actions prioritaires qui, par exemple, pour cette année sont prioritaires, pour l'année prochaine ne le sont plus. Donc, et deuxième chose, c'est vrai que les actions OFI sont maintenant donc avec un nombre d'heures encore plus important, mais on voit très bien que ce n'est pas suffisant. Et les demandeurs d'asile, ça, ils n'ont vraiment aucune possibilité de mettre en place ou d'accéder à des formations. Et c'est le nombre de demandeurs d'asile, quand même, il est assez important. Pour nous, par exemple, on n'arrête pas, mais vraiment, on n'arrête pas de recevoir des appels, des demandes de structures, de foyers, de personnes directement, hein, vous savez, le bouche à oreille et tout, pour savoir s'il y a des possibilités de bénéficier des actions de formation. Ils sont disponibles, ils ont envie vraiment d'apprendre parce qu'ils sont conscients que apprentissage de la langue égale intégration égale insertion, donc une qualité de vie meilleure pour eux et des projets d'avenir. Donc, ces points est très, très important. Après, pour nous, au niveau de la mise en place de nos actions de formation, au départ, on était sur la même logique, c'est-à-dire bon, l'apprentissage du français, FLE, Alpha, A1, B1, etc. On était dans cette logique-là. Après, on s'est rendu compte que, surtout par rapport, la prise de conscience était beaucoup plus avec le public jeune, encore plus quand on a pris en charge des publics dits MNA, les mineurs, ce qu'on appelle les mineurs isolés étrangers, et les mineurs non accompagnés. On s'est rendu compte que pour ces jeunes-là, la logique de salle de cours, de formation dans une salle de cours avec de l'apprentissage de la grammaire, de la conjugaison, n'était pas adapté vraiment, non pas au besoin, parce que le besoin il est là, mais adapté à ces jeunes donc, qui ont besoin d'apprendre en faisant. Donc l'apprentissage par le faire, c'est quelque chose de très important. À partir de là, on s'est dit il faut quand même mettre en place des stages pratiques, chose qui a été mise en place, mais ce n'est pas également suffisant. On s'est dit ce serait bien aussi d'aller vers la mise en place de plateaux techniques. On espérait mettre une association qui a les possibilités de mettre en place des plateaux techniques dans la cuisine, dans le jardinage urbain, dans les services à la personne. Du coup, on s'est dit, bah, pour ce public-là, il faut également être dans une logique vraiment c'est pas de l'alternance au sens de l'apprentissage, mais de l'alternance entre la théorie, l'apprentissage en salle de cours et également
le travail en plateau technique. Et de là, donc, on a commencé à mettre en place des actions de formation de français à visée professionnelle, du généraliste, hein, donc pour permettre aux personnes vraiment de se positionner sur différents projets professionnels, hein, selon leurs besoins, mais également selon aussi les besoins du monde du travail, parce que on estime que c'est très important de travailler avec les personnes sur des projets réalistes et réalisables pour ne pas les retrouver au bout de 3 mois ou voire 6 mois encore demandeurs d'emploi et à la recherche de formation ou à la recherche d'un nouveau projet. Donc, on a travaillé sur ça et après, on a mis en place des actions vraiment à visée professionnelle dans des domaines bien précis que j'ai cités tout à l'heure, à savoir la restauration, le jardinage urbain et l'économie circulaire, et dans les services à la personne, 3 domaines qui constituaient quand même un vivier en termes d'emploi. Donc, du coup, en termes de mise en place, d'action, de travail, on a privilégié du coup une pédagogie donc vraiment actionnelle, axée sur le transfert, en fin de compte, de tout ce qui est appris en cours, sur le vocabulaire professionnel, sur tout ce qui est acte de langage, sur les questions des registres de langue, de vraiment le mettre, donc de le transférer sur des plateaux techniques, sur des situations de travail, sur des chantiers, puisqu'on parle en termes de chantier, par exemple pour le jardinage, et du coup permettre à la personne du coup de voir, d'évaluer et de mesurer donc son apprentissage et sa capacité vraiment d'apprendre. Donc, on a privilégié le travail en contexte, vraiment. Comment donc coopérer, permettre aux personnes du coup d'être actives en fin de temps et actrices même de sa formation. Et le fait de travailler par exemple sur les actes de langage et les registres de langue, gestion de conflits, en situation vraiment de problème, vous savez, en plateau, ça permet aussi aux personnes de voir ou de mesurer ses acquis, de voir comment après les transférer. On parle toujours en formation de savoir-faire, de savoir-être, ça c'est très clair, il n'y a absolument rien à dire, de connaissances, mais on oublie aussi le faire savoir. Et le faire savoir, c'est comment transférer, comment transmettre aux autres ce qu'on a appris. Et du coup, pouvoir le transférer et le transmettre aussi, surtout le transférer en situation de travail sur quand on est en contrat d'insertion ou quand on est en possibilité d'accéder à un emploi ou à une formation qualifiante. Donc, c'est vraiment cette logique de comment transférer les acquis de formation linguistique sur des situations de travail. Et du coup, on est sorti complètement de la démarche apprendre le français pour le français vers une démarche de compétences où la langue et le français devient un moyen, un outil pour accéder à l'autonomie et accéder à l'employabilité. Voilà, donc, et ça s'applique dans toutes les formations qui sont mises en place, y compris pour des publics non lecteurs, non scripteurs. Parce qu'on a toujours tendance à se dire, un public en situation d'analphabétisme, il faut tout lui apprendre, tout lui proposer. Tout. On n'est pas là pour assister les personnes, on est là pour les rendre autonomes. Et on part du principe que toutes ces personnes, elles ont des capacités, des compétences, même au niveau linguistique. Le plus important, c'est comment faire le lien et le transférer avec leur propre langue d'origine, comment transférer et pouvoir donc les automatismes, on va dire, les automatismes, comment les mettre vraiment dans l'apprentissage de la langue française, par exemple, vous voyez. Et le français, on ne peut pas le séparer des autres compétences clés et les compétences de base, comme le repérage dans l'espace et le temps, comme le calcul et le raisonnement, comme tout ce qui est donc vraiment l'esprit d'entreprendre. Donc, ce sont des choses quand même très, très importantes pour pouvoir accéder à l'autonomie en fin de compte.
Voilà. Alors, merci beaucoup pour ce partage d'expérience assez intéressant qui nous montre encore une fois la nécessité d'adapter les formations à la personne, aux objectifs des personnes aussi pour que ça fonctionne, pour que ça soit efficace, d'adapter la pédagogie en travaillant en contexte quand une formation en salle de classe n'est pas adaptée à la personne, d'adapter, vous l'avez un peu dit, à est-ce que les personnes sont lectrices, scriptrices, ou si alors elles ne sont non lectrices et non scriptrices. Et donc cette adaptation, c'est un peu un fil rouge, je trouve, depuis le début des interventions. On parle d'adapter en termes de pédagogie, d'adapter en termes d'horaire, en termes de garde d'enfants, d'adapter aussi ce que disait un peu Isabelle Mendes, les formations au très bas niveau de maîtrise de la langue, à une très faible maîtrise de la langue. Et c'est quelque chose qui ressort, cette adaptation, dans un peu toutes les interventions jusqu'alors. Je vais laisser du coup la parole avant qu'on puisse échanger plus globalement sur l'amélioration des dispositifs de français d'apprentissage linguistique existants. Je vais laisser la parole à David Ratino, mon coordinateur du réseau Alpha, qui est notre dernier intervenant ce matin. Et donc, David, est-ce que vous pouvez déjà réagir aux constats qui ont été faits, s'il y a des réactions qui vous sont inspirées par les précédentes interventions, puis nous présenter aussi un peu déjà les missions et le rôle du réseau Alpha concernant la formation linguistique. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que pour nous, à Réseau Alpha, on a un rôle un petit peu particulier par rapport aux autres intervenants qui sont là aujourd'hui, dans la mesure où on a un réseau d'associations. Donc, après, on a un regard moins direct parce qu'on reçoit pas le public. Et je pense que tous les constats qui ont été faits ce matin sont vraiment pertinents. Et c'est vrai que nous, voilà, Réseau Alpha, dans notre réseau, on a plus de 600 acteurs qui travaillent dans l'apprentissage du français. Et c'est vrai que ces constats sont aussi partagés par les associations en fait de notre réseau, que ce soit sur la question des financements, à la fois sur le fait que les financements sont déjà visent des publics particuliers et donc qui orientent directement les formations. Notamment donc ce qui explique aussi le peu de formation qu'on retrouve par rapport aux demandeurs d'asile. Donc ça c'est un point important dans la mesure où les financements visent davantage les publics réfugiés signataires du CIR. Donc ça c'est un premier point qui explique aussi du coup une orientation de l'offre vers certains types de publics en tout cas. Sur cette question des financements aussi, ce qui est intéressant à noter, c'est ça a été rappelé juste avant, mais c'est vrai qu'on est aussi sur du financement qui fonctionne au projet et pour beaucoup d'associations qui travaillent dans l'apprentissage du français, c'est vrai que c'est une difficulté de pas pouvoir se projeter sur 1, 2 ou 3 ans et donc de prévoir sur des formations quelque chose d'un peu plus voilà, de pas pouvoir s'organiser sur 3 ans. En tout cas, c'est une vraie difficulté pour les associations. Après, pour des choses très très concrètes aussi qui ont été pointées, c'est vrai que les associations de notre réseau nous partagent totalement ces points de vue. Sur la garde d'enfants, c'est une vraie difficulté pour beaucoup de personnes pour suivre des cours. Donc le fait de pas avoir de garde d'enfants de possible, nous sur Réseau Alpha, enfin on a un outil qui nous permet de rechercher en fait les formations en français qui existent, une cartographie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en valeur, la garde d'enfants. Donc c'est un filtre. On a un filtre qui permet de voir quelles sont les formations qui parfois proposent des gardes d'enfants. C'est souvent, c'est très très rare hein, en région parisienne. Pour rien cacher. Après, parfois, ça peut arriver que certaines formations, notamment qui ont lieu dans des centres sociaux ou dans des structures qui accueillent déjà des enfants, puissent proposer en fait ce type de choses. Et puis après, voilà, il y a aussi une difficulté qui est certaine, c'est pour les publics en fait, pour réussir à les orienter en cours d'année. Ça a également été pointé et ça je pense que c'est un truc, c'est quelque chose qui est très très important parce que en fait, on a beaucoup de cours qui commencent majoritairement en septembre et en janvier, ou alors en janvier c'est les cours de septembre
donc les effectifs sont un peu revus parce que certaines personnes partent, etc. Et sorti de ces 2 périodes, on est vraiment en difficulté pour réussir à orienter les publics. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Après, nous aussi, au sein de Réseau Alpha, ce qu'on a pu observer, on avait fait une étude auprès de certains membres du réseau et sur les difficultés qu'ils avaient pu énoncer. Il y avait aussi la question de la formation de la formation des formateurs, parce que en fait, au sein de Réseau Alpha, nous on travaille essentiellement avec des associations, et il faut savoir aussi que sur les associations qui donnent des cours et qui sont référencées dans notre réseau, et donc qui sont des associations voilà, enfin qui sont financées par l'État, etc. Parfois, et même assez souvent, en fait, il y a beaucoup d'associations qui ont des bénévoles qui donnent des cours de français, et je pense que c'est très bien que des bénévoles donnent des cours de français, mais il y a aussi la question à un moment donné de la professionnalisation de ces acteurs. C'est quelque chose qui est très important. On peut, enfin, la question de l'apprentissage du français est assez stratégique, et c'est pas parce que on a été professeur dans une autre vie antérieure qu'on sera forcément très bon professeur de français langue étrangère pour des adultes. Enfin, d'un point de vue pédagogique, c'est vraiment pas la même chose. Donc je pense que c'est un point qui est aussi central, dont on n'a pas trop parlé ce matin. Et puis une autre difficulté que nous on, on voit aussi de notre point de vue, parce qu'on a un point de vue peut-être un peu plus surplombant sur la situation, c'est la question de se repérer dans l'offre du français. En fait, déjà pour beaucoup de professionnels qui travaillent dans l'apprentissage du français, ou même qui accompagnent des personnes qui sont qui ont des besoins en cours de français, l'offre du français, elle est pas forcément très lisible, pas forcément facile. C'est pas forcément facile de se repérer. Il y a plein de dispositifs, comme je disais. Ces dispositifs, ils sont souvent rattachés à des financeurs qui vont viser un certain type de public. Donc déjà, il faut savoir, on a parlé de compétences de base, d'avenir jeune, enfin on a parlé d'ASL, etc. Ces dispositifs, à quel type de public est-ce qu'ils se raccrochent? Et du coup, c'est vrai que quand une personne cherche à prendre des cours de français ou qu'elle est accompagnée, déjà il y a quand même ce premier frein, c'est comment est-ce qu'on rend lisible vraiment toute cette offre qui existe par rapport au dispositif. On a parlé des demandeurs d'asile et des appels à projets refuges de la ville de Paris, mais parfois il peut aussi y avoir des appels à projets portés par la politique de la ville, donc vers certains habitants, donc qui seront pas forcément des réfugiés, qui pourront bénéficier de ces formations-là, l'offre de la région, etc. Donc c'est vrai que c'est un point important, et c'est un point important parce que pour un apprenant, à partir du moment où il va arriver en France, qui va être demandeur d'asile, qui va pouvoir commencer ou pas son apprentissage du français, mais après qui va bénéficier vers des cours de l'OFI. Sortie de l'OFI, souvent les niveaux sont, enfin les personnes ont encore des besoins d'apprentissage du français. Je pense que ça a été souligné ce matin. Et comment est-ce que de l'OFI on l'oriente vers le cours qui sera adapté à lui? Comment est-ce qu'on trouve une offre, peut-être à visée professionnelle si c'est ce que la personne souhaite, ou est-ce que c'est de l'autonomie sociale? Peut-être si elle est jeune, elle va pouvoir bénéficier d'une offre dédiée aux jeunes en mission locale, etc., etc. Et donc toute cette construction de parcours en fait de formation de la personne, elle est importante, et voilà, et elle est centrale. Et c'est d'autant plus central qu'en plus enfin l'apprentissage du français, comme on l'a dit ce matin, c'est quelque chose qui est un peu pivot. On travaille, c'est quelque chose qui est central pour la personne, et du coup, ça mêle des cultures professionnelles qui sont parfois aussi différentes. Enfin là, rien que ce matin, on a des personnes qui travaillent plus dans l'insertion socio-professionnelle. Il peut y avoir des personnes qui travaillent dans des centres d'hébergement. Parfois, ça peut mêler aussi des bénévoles, du coup, des associations, etc., etc. Et donc ces personnes qui ont des cultures professionnelles différentes ne se connaissent pas forcément, et du coup ça va être un peu compliqué pour une personne de l'orienter de un dispositif à un autre, parce que voilà, les personnes n'auront pas forcément l'information de tous ces dispositifs qui existent et tout ce qui pourrait permettre pour qu'elles puissent bien s'intégrer. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas présenté Réseau Alpha. Oui, par rapport à Réseau Alpha, nous, c'est vrai qu'on travaille un petit peu aussi là-dessus, parce qu'en plus de référencer les structures d'apprentissage du français, donc avec une cartographie en ligne qui est en accès libre et qui permet donc de trouver les cours
majoritairement des cours d'associations, de centres sociaux, de bibliothèques. Après, on travaille avec un partenaire qui est Défi-Métiers, qui recense davantage l'offre financée par la région, l'offre de l'OFIE, etc. Mais en plus de faire ce travail de référencement, c'est vrai que nous, on travaille aussi, on a aussi un rôle un petit peu d'information pour les formateurs, donc d'essayer de travailler à trouver des ressources qu'ils peuvent mobiliser par la suite. On a une newsletter qui est très suivie, donc on a un rôle de veille en fait pour les structures d'apprentissage du français, pour réussir pour qu'ils puissent avoir davantage d'informations et de bagages pédagogiques derrière. Et puis aussi, on a une mission qui est de faire le lien entre ces structures d'apprentissage et ce que nous on appelle les prescripteurs, c'est-à-dire toutes les personnes, que ce soit des prescripteurs professionnels ou autres, mais qui travaillent en direct avec les personnes qui ont des besoins de cours de français et qui vont devoir les orienter vers une offre de français. Donc on essaye d'un petit peu de faire ce travail, mais c'est vrai qu'il y a, je pense qu'il y a quand même des vrais besoins dessus. Et justement, sur cette question-là de l'orientation des publics, vous travaillez depuis quelques temps maintenant à recenser également les coordinations linguistiques de territoire, qui sont, à mon avis, des outils très importants pour les acteurs. Nous, on voit notamment sur les travailleurs sociaux de centres d'hébergement qui n'ont pas de compétences en évaluation des compétences linguistiques, par exemple. C'est des outils qui peuvent... des structures qui peuvent être très utiles. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu 2 mots sur ces coordinations linguistiques de territoire? Bien sûr. Alors en fait, depuis 2019, on a pu bénéficier d'un soutien de la DRJSS et on est en partenariat avec le Centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue Île-de-France sur ce projet. En fait, en 2019, le travail qu'on a fait avec le Centre de ressources illettrisme, ça a été surtout un travail pour repérer les différentes coordinations qui peuvent exister en Île-de-France. Alors, par rapport aux coordinations linguistiques de territoire, en fait, c'est des structures qui sont souvent qui ont souvent comme champ géographique d'action, c'est souvent à l'échelle communale ou intercommunale. Et en fait, souvent, il y a souvent des mairies en fait qui sont à l'initiative de ces projets. Et l'idée de ces coordinations, en fait, c'est de pouvoir coordonner en fait tout ce qui se passe au niveau du linguistique sur un territoire. Donc après, ça peut prendre différentes formes. Dans leurs actions, majoritairement, c'est ce qui permet notamment la mise en place de sessions d'évaluation pour les personnes, donc qui peuvent de permanence d'évaluation. Donc pour les personnes qui ont des besoins en français, en fait, l'idée c'est qu'elles puissent venir être reçues et se faire évaluer leurs compétences en français et qu'on puisse leur trouver sur le territoire des formations qui correspondent en fait à leurs besoins et à leurs compétences. Donc ça c'est une de leurs actions. Après, en fonction des coordinations, il y en a différentes. On en a recensé 23 en Île-de-France. À Paris, par exemple, c'est ce que fait le travail de Réseau Eiffel. Dans le 77, il y en a à Melun, dans le 92 à Asnières, etc., etc. Et en fait, après, en plus de ce travail d'évaluation et donc central pour le suivi des parcours des personnes, en fait, elles vont avoir un autre rôle qui va être aussi de coordonner l'offre de français, parfois sur le territoire. Elles vont mettre en place des formations de formateurs. Et ça va aussi permettre de mettre autour de la table des personnes qui vont être plus, par exemple, des prescripteurs professionnels, mission locale, Pôle emploi, et de créer du lien en fait avec les associations qui donnent des cours de français. Et ce qui permet derrière un meilleur suivi des personnes et des parcours qui soient mieux personnalisés en fait pour les personnes qui passent par ces coordinations. Merci beaucoup. Pour poursuivre cette table ronde, je vais vous inviter chacun à tour de rôle à répondre à la question que j'ai posée à Armance Cartier tout à l'heure pour essayer de réfléchir à comment on améliore encore les dispositifs d'apprentissage linguistique qui existent aujourd'hui. Et donc, je vais reprendre l'ordre d'intervention de tout à l'heure si ça vous convient. Et donc, je vais demander à Isabelle Médoumarer une proposition pour améliorer, si on n'avait qu'une, pour améliorer les dispositifs actuels d'apprentissage de la langue. Celle que je donnais en entrée et puis qui a été partagée par tous les acteurs, c'est la nécessité de mettre en place des formations financées par l'État pendant le temps
de la demande d'asile. Très bien, Voilà. merci. Du coup, Isabelle Mendes, vous avez des propositions? Moi, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que c'est pas les 2 heures ou les 6 heures avec l'OFI qu'on va pouvoir avancer. Voilà. Oui, ça serait vraiment de mettre en place des formations beaucoup plus adaptées et financées. Merci. Du coup, Lamia, C'est la même chose en fin de compte, avoir des formations vraiment financées, particulièrement pour les demandeurs d'asile, parce que c'est vraiment problématique. Le public, il est là et il a besoin, il a le temps et le besoin vraiment d'être formé. Et deuxième chose, financer les actions, mais financer également, pourquoi pas mettre en place une petite allocation pour les stagiaires. On ne va pas parler de rémunération, mais au moins une bourse ou une allocation pour leur permettre vraiment de s'occuper et de ne penser qu'à la formation et non pas à comment manger à la fin de la journée ou comment vraiment finir le mois et tout. Donc, au moins une petite allocation pendant la formation pour leur permettre de se concentrer sur leurs apprentissages. merci. C'est la sécurisation financière, c'est vrai que c'est un sujet qui est ressorti plusieurs fois et qui semble effectivement important, surtout qu'on évoque des personnes qui ont parfois besoin d'un volume horaire de formation assez important pour pouvoir apprendre au mieux la langue, mais qui à côté de ça ont besoin de vivre tout simplement, ont besoin de payer leur loyer quand ils ont un logement, ont besoin de se nourrir, ont besoin de payer les tickets de transport, la garde d'enfants, et puis de vivre tout simplement et de pas vivre en asset pendant tout le temps de la formation ou en grande difficulté financière. Du coup, David, s'il y a des points également à ajouter là-dessus? Renforcer les parcours des apprenants, je ne sais pas comment est-ce que ça pourrait se faire, mais peut-être que ce serait en mettant en place, je sais pas, des référents linguistiques qui permettent à ce que les apprenants puissent plus facilement qui ait moins de temps mort dans leur formation linguistique ou qui permettent de passer d'un dispositif A à un dispositif B de manière plus simple, que ce soit plus fluide et mieux et plus renforcé quoi à ce niveau-là. C'est donc la question du parcours des apprenants qui est très intéressante. Alors, avant de passer à la conclusion, je vais vous laisser s'il y a d'autres éléments que vous voulez apporter à ces échanges, réagir sur quelque chose qui a pu être dit. Je vous laisse. Pour ma part, je trouvais qu'il y avait un autre élément intéressant qui a été pointé par Réseau Alpha, c'est le besoin de rendre plus lisible quelle formation, quel dispositif, pour quel public. Ça, c'est un point qui est aussi essentiel à mon sens. Si on veut faciliter l'accès à la formation, c'est de rendre lisible l'existant. Et puis, ce qui a été repointé, je trouvais aussi très, très intéressant par Lamia, d'Espérem, c'est cet apprendre autrement. C'est-à-dire de sortir un petit peu des méthodes d'apprentissage qui parfois mènent à l'échec aussi dans le milieu scolaire et d'inventer cet autrement. Voilà. Merci. Et du coup, je voulais remercier vous toutes et tous et Armand Scartier qui a dû nous quitter d'avoir participé à cette table ronde. Je pense que dans les interventions de chacun, on arrive à avoir beaucoup d'éléments sur ce qui est important dans l'apprentissage de la langue, ce qui est important pour que ça fonctionne. Il y a la question de l'adaptation de la formation aux personnes, la pédagogie, les horaires des formations, puisque des demi-journées de formation pour une personne qui travaille, c'est parfois compliqué. La question de la garde d'enfants, la question de l'adaptation au profil et de savoir lire dans l'offre de formation. Une deuxième question qui est beaucoup ressortie, c'est celle de la question de la sécurisation financière, permettre aux personnes de se permettre de se former, tout simplement.
La question également de la professionnalisation des acteurs du français et des financements qui est beaucoup ressortie. Alors déjà, on parle des financements qui au final excluent certains publics ou ne leur permettent pas d'avoir une formation professionnelle de qualité sur le long terme, notamment les demandeurs d'asile. J'aurais aimé évoquer en conclusion très rapidement un autre type de public qu'on n'a pas pu aborder ce matin, mais j'y ai pensé, on a eu des discussions à ce propos avec David Ratino lors de précédents échanges. C'est toutes les personnes qui ont fait toute leur vie en France, qui n'ont pas forcément eu l'occasion d'apprendre la langue française et qui, au moment de leur retraite, souhaitent apprendre la langue française, souhaitent pouvoir mieux vivre dans leur pays d'accueil et n'ont pas eu le temps avant parce qu'elles n'avaient pas la sécurisation financière pour la formation, parce qu'elles avaient d'autres préoccupations, le travail, la famille, les enfants, etc. Et aujourd'hui, pour ces personnes, on a très peu de dispositifs qui sont financés puisque les politiques publiques en matière de formation linguistique s'orientent beaucoup sur la formation linguistique à visée professionnelle, ce qui est très bien parce qu'on en a besoin, mais de ne pas oublier aussi les autres besoins qui ne sont pas forcément des besoins professionnels, mais les autres besoins d'apprentissage de la langue. Et puis la question des demandeurs d'asile, c'est vrai qu'on est d'un pays où on considère que c'est à partir du moment où la personne obtient un statut de bénéficiaire d'une protection internationale qu'elle commence à apprendre la langue, qu'elle peut accéder à des dispositifs financiers. C'est pas pareil, par exemple, en Allemagne. Et puis on voit aujourd'hui en France des demandeurs d'asile qui parlent beaucoup mieux allemand que français. Pourtant, ils ont un projet de vie et d'installation ici en France. Et puis, voilà, ça c'est des questions qu'on a abordées. Et puis la dernière question qui est ressortie, c'est celle de l'orientation. Comment on oriente dans le panorama du français. Alors, c'est une question que nous, en tant que fédération des acteurs de la solidarité, on travaille notamment avec le réseau Alpha par plusieurs informations collectives à destination des acteurs sociaux qui se tiennent chaque année pour un peu permettre aux accompagnants sociaux d'y voir un peu plus clair dans l'offre linguistique. On a aussi essayé de travailler à des outils pratiques pour resituer quelles étaient l'offre de français. Mais en effet, c'est un point qui est très important pour que les personnes puissent trouver des formations qui répondent à leurs besoins, sur lesquelles du coup elles vont être plus assidues, puisque si on est dans une formation qui ne nous correspond pas, et en plus qu'on n'a pas de sécurisation financière, c'est quand même compliqué d'être assidu. Et puis surtout, je pense que cette table ronde nous a permis de voir à quel point tous les acteurs ici présents, notamment que ce soit des centres de formation, on a parlé aussi un peu de la question des centres d'hébergement, de la question des structures d'insertion par l'activité économique. Tous les acteurs essayent de trouver des solutions et je pense qu'il faut saluer cette adaptabilité des structures, cette créativité pour essayer parfois, sans réel soutien financier, sans soutien financier de long terme, ça a été également évoqué, comment les acteurs trouvent des solutions, vont se former pour être, en plus de chargés d'insertion professionnelle, être professeurs de français langue étrangère pour essayer d'améliorer et de favoriser l'apprentissage du français par les personnes. Voilà un peu ce que je pense qu'on peut retenir et retirer de cette table ronde, en tout cas très intéressante. Et je vous remercie une fois de plus, toutes et tous, pour votre participation. Et donc la table ronde sera rediffusée dans le cadre de l'événement numérique de la Journée mondiale des réfugiés. Voilà. Merci.